Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Avec moi en plateau aujourd'hui, Paul Arnoux et Tristan Fayère. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous, salut Polo. Salut à tous, salut Tristan, salut Théophile. Maintenant je rentre directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je présente tout de suite mes acolytes. Comme ça les gens savent où ils me foutent les pieds quoi. Bah oui, puis les gens arrivent en masse quoi, parce qu'ils nous voient, donc forcément ça donne envie quoi. Ça fait venir plus de monde. Le débat du jour. Humilité toujours. Oui, évidemment. C'est le leitmotiv sur le plateau de Kick-Off Rugby. Le débat du jour, le top 14 est-il aussi beau que handicapant pour les Bleus? Voilà, on est quelques jours après la défaite de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud, lourde défaite 32-17. Et donc on a essayé d'expliquer tout cela. Il y avait plein d'explications sur le terrain, certes, et puis il y a peut-être des explications qui vont un peu au-delà du terrain et de ce match qui a lieu samedi dernier. Voilà, ce sera l'objet de notre débat. Ce sera la première question et ensuite on a essayé de développer quelques idées pour résoudre ce problème-là qui semble être un problème. On va faire les jeux aussi, les actus en mêlée. On va parler de la prolongation de Baptiste Serin pour le plus grand bonheur de Tristan Fayère. Je savais pas. Je le découvre, j'en suis très heureux. Les aficionados savent que Tristan est un grand amoureux de Baptiste Serin et donc voilà, il aura encore une fois une place pour faire l'éloge du plus grand d'une mêlée d'histoire du rugby français. Ça va. Oui, c'est vrai. On va parler de Zorda Pileta aussi. Il a pris la pièce. Oui, bien sûr. D'entrée de l'émission, C'est si facile. T'es tellement piéçable aujourd'hui. Oui, alors j'ai deux acolytes qui sont en grande forme. Ça risque d'être. Surtout lui, moi je m'adapte. Après, je prends la roue quoi finalement. Ça reste. il va mener le peloton aujourd'hui, Polo. Salut à ceux qui nous rejoignent dans le chat. J'avais tout juste la semaine dernière quand même, je tiens à le rappeler. T'as pronostiqué la France qui gagne contre l'Afrique du Sud. L'humilité x2. Non, déjà on avait parlé des choix, tout ça. On avait fait un grand débat avec le chat et au final. Bon, les pronos. On a tout juste. Sauf les pronos que vous retrouverez donc en fin d'émission évidemment. On va pronostiquer ce France-Fidji qui a lieu ce week-end au Matmut Atlantique. Ce sera samedi 21h10. Messieurs, on peut rentrer dans le vif du sujet tout de suite? Si tu veux y aller, ça vous va? Ouais. On est parti. Allez, on passe au cœur du rock. Perle quand même en régie. C'est vrai. Qui va beaucoup plus vite qu'Ashraf en termes de. C'est vrai. Je tiens quand même à le dire. Mais Ashraf, il était en duplex, c'est-à-dire qu'il y avait 3 secondes. Là, je reconnais mon Polo qui taille les absents là. Ça, c'est mon Polo. Il est pas là. Hop, petit coup de rap là. Et puis quand Perle sera en vacances, on salue Ashraf. On remercie Ashraf parce que Perle, bon, ça lui fait du bien de prendre des vacances. Oui. C'est un peu son problème. Oui. Pas beaucoup de courage, le bonhomme. Toujours, c'est facile. Messieurs, le débat. Donc, comme je l'ai dit, le top 14 est-il aussi beau qu'handicapant pour les Bleus contre l'Afrique du Sud? L'équipe de France est donc inclinée 32-17. La deuxième défaite, la défaite qui fait suite à celle en quart de finale de Coupe du Monde. On s'en souvient tous. Alors, il y a plein d'explications sur le terrain à cette défaite, mais il y a aussi un constat physiquement. Au fil de la rencontre, on a un peu perdu pied. Pourtant, cette équipe a les meilleurs joueurs du meilleur championnat du monde, semble-t-il. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça. Mais comment explique que l'équipe de France n'arrive pas à passer un cap? Donc on se pose cette question. Le championnat de France est-il aussi beau et attractif qu'il est handicapant pour les Bleus? Mais Paul, est-ce que tu partages déjà ce constat? Oui, je partage ce constat pour le coup. Je pense que c'est un vrai souci, quoi. Bah oui, c'est un vrai souci. C'est le vrai souci, c'est le nombre de matchs joués et le fait que nos joueurs, quand ils atteignent normalement l'âge de 28 ans, 28-30 ans, ça devrait être là où ils devraient être les meilleurs rugbyman. Et du coup, ils sont un peu quand même dans le dur sur certaines périodes de l'année, quoi. C'est le cas avec des joueurs comme Aldrit, Fickou, alors qu'on voit que d'autres nations n'ont pas ce problème-là, notamment l'Afrique du Sud. Donc pour le coup, oui, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat à poser sur la table. Les Français sont usés plus rapidement que... c'est quand même un constat, oui, vraiment. Ouais. C'est, pour le coup, il faut juste regarder les matchs, il faut regarder les blessures, il faut regarder des joueurs qui ont du mal quand même à tenir ce très très haut niveau. Généralement, et même quand tu fais des interviews avec des joueurs, ils te disent tous que quand ils ont connu une grave blessure, c'est la période où ils ont pu... Oui, c'est vrai qu'ils ont pu travailler d'autres choses qu'ils n'ont pas le temps pendant l'année. Ouais, c'est vrai. Aussi en tant que joueur, en tant qu'homme et tout. C'est vrai. Tu vois, donc ça arrive régulièrement sur des périodes comme ça. Donc pour le coup, ils peuvent même profiter à ce moment-là d'une paternité. Enfin bon, c'est quand même affolant d'en arriver là, je trouve quand même.
Donc il y a quand même un vrai sujet, c'est le nombre de matchs et c'est vraiment la répétition des même ce qu'ils disent aussi, c'est travailler techniquement sur des trucs qu'ils n'ont pas forcément le temps de travailler quand la saison a démarré, physiquement, etc. sur certains aspects. Salut à tous dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à dire si vous trouvez déjà que le top 14 est handicapant pour le 15 de France, et puis si vous avez des idées, on va développer les nôtres un peu plus tard dans l'émission, mais commencez à les inscrire et on pourra réagir. Peut-être que l'idée pépite se trouve dans le chat. C'est possible. Sachez que les hautes instances, comme je le disais tout à l'heure dans la réaction, les hautes instances de la Ligue nationale de rugby et de la FFR nous regardent et donc ils piocheront des idées parmi ceux présents dans le chat. Tu le dis en rigolant, je pense pour le coup que sur des débats comme ça, ils peuvent. Ils sont à l'écoute. Bah oui, forcément, je pense que c'est assez logique puisque des idées, tout le monde peut en avoir des bonnes. Pour rejoindre Paul, je pense qu'il faut planter le décor avant tout, c'est-à-dire que on réagit à ça à chaud entre guillemets après France-Afrique du Sud où on a l'impression que l'histoire se répète et que nos joueurs sont émoussés à la 70e, un peu même avant. Presque la première chose qu'a dit Fabien Galtier en arrivant en conférence de presse, c'est de dire que, du coup j'ai noté la citation, les Sud-Africains jouent ensemble depuis 5 mois, nous on réunit les joueurs 2 semaines avant pour 5 entraînements, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a ça en plus. C'est bien que tu le soulignes. Il y a le côté aussi de vie en communauté, vie commune et tout. Comme c'est vrai que pour le coup. Après à la Coupe du Monde, les mecs ils sortaient de 2 mois de préparation quand même. Oui, on a vu le résultat. Au final, on perd d'un point sur des décisions arbitrales, etc. Voilà. Où tu derrière, tu peux être champion du monde. D'accord. Le fossé c'est créé. Il n'y a pas un 32-17 sans trop de photos à la fin du match. Vous pensez que ce match, si c'est le 3e match de la tournée par exemple, c'est différent? En fait, le match en lui-même n'est pas anecdotique parce que le mot est trop fort. Mais en soi, les Sud-Africains sont plus forts que nous en raison de ça, mais je pense que globalement aussi, comme on vient de le dire, on a un manque de vécu collectif. Il n'y a pas que le rythme, tu vois. Les Sudaf, ils viennent de sortir d'un rugby championship où ils viennent de le gagner pour la 2e fois d'affilée. C'est l'équipe qui est double champion du monde. On joue pas une Nouvelle-Zélande forte, mais pas non plus imbougeable. Là, on joue une équipe qui est imbougeable. Clairement, ils ont perdu des matchs, mais l'équipe qui était sur la pelouse du Stade de France de l'Afrique du Sud, je suis désolé. On en discutait au match après le match à 2h du matin sur le parvis du Stade de France. On disait qu'est-ce qu'elle a envié à cette équipe All Black 2015 que tout le monde bade et idolâtre. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, ce qui me dérange un peu, c'est que Fabien Galtier, j'aime pas dire le mot se cache parce que pour le coup, il est venu en conférence de presse, il a assumé, etc. Mais il dit que c'est un peu dû à ça, ce manque de rythme, de calendrier. C'est vrai. Mais je pense que c'est pas noir ou blanc, c'est pas manichéen. Il y a une part de la faute de la FFR, il y a une part aussi de la faute du calendrier, de la LNR, de Top 14, etc. Il faut que tout le monde se mette d'accord autour d'une table pour trouver des solutions et savoir ce qu'on veut en fait. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Tu l'as dit en introduction, est-ce qu'on va avoir le meilleur championnat du monde ou est-ce qu'on va être champion du monde avec notre équipe nationale? Il faut juste savoir où on va. Avant de discuter, c'est quoi l'objectif? On peut pas avoir. Ça va être très difficile, il y a peut-être des solutions, mais ça va être très difficile d'avoir les deux. On aura peut-être un championnat fort et on sera champion du monde, mais pas aussi avoir fort, les deux, c'est dur parce que le top 14 qui fait sa force et sa beauté, ce que disent tous les étrangers, c'est que y a du rythme, c'est très dur, c'est très rapide, etc. C'est le rugby dans son excellence. Et donc, le top 14 est exceptionnel. Mais du coup, tu peux pas avoir un top 14 exceptionnel avec plein de matchs, plein de rythmes, etc. Et en même temps, une équipe de France qui roule sur tout le monde. Je pense que c'est très compliqué. Ce que dit Borent, je sais pas comment on le prononce, ce pseudo dans le chat, c'est le top 14, c'est un avantage depuis qu'il y a les GIFs. Parce que oui, les GIFs ont permis, enfin la mise en place des GIFs ont permis de développer davantage de joueurs. Donc on a un plus gros vivier avec des joueurs qui sont plus expérimentés, plus tôt, qui jouent plus, etc. Mais cette formule-là, combinée à l'exigence du top 14, ne permet pas ensuite à ces joueurs-là qui ont un fort potentiel et qui sont développés plus tôt d'être au très haut niveau sur la durée et donc ensuite arriver à un niveau d'excellence qui permet d'être champion du monde. Oui, non, mais c'est sûr. Après, pour le coup, pour rester avant de rentrer vraiment dans le débat, pour rebondir un peu sur ce que disait Tristan sur Fabien Galtier, c'est sûr que il a fait des erreurs, il a fait des mauvais choix, je pense, et on aurait pu gagner quand même contre l'Afrique du Sud, je pense, avec d'autres choix, mais ça aurait presque été une victoire un peu en trompe-l'œil aussi, oui, parce que je trouve quand même que le fait en trompe-l'œil, le mot est peut-être fort, mais tu vois bien que c'est difficile sur un premier match comme ça d'installer vraiment un projet de jeu. En sachant que comme tu es parti avec une équipe B ou C en Nouvelle-Zélande, tu as dû adapter quand même ton schéma pour affronter les Blacks. Parle bien dans ton micro, Paul.
Oula, tu prends des phrases dans l'oreillette. Je prends des phrases dans l'oreillette, je me dois de les transmettre. Ouais, il est vraiment tout prêt. Non, mais je disais que du coup, on a été obligé en Nouvelle-Zélande d'adapter un petit peu le projet de jeu pour tenir moins le ballon, parce que quand on joue les Blacks avec une équipe C, c'est plus difficile d'imprimer tes principes de jeu de tous les jours. Donc c'était obligatoire. Mais là, comme tu n'as pas eu beaucoup de préparation, on a vu que dans le jeu, il y avait beaucoup moins de solutions. On marque des essais, mais plus sur le talent individuel de nos joueurs. Ça, c'est le sûr. premier de Ramos qui fait la différence tout seul. Oui, c'est pas une nation construite. Voilà, et là-dessus, on a reculé, alors que l'Afrique du Sud a progressé. Et quand tu les affrontes là, tu sens vraiment une équipe, même sur plein de détails cachés, dans le replacement des joueurs, tu vois, au bord des rucks. Il y a plein des essais beaucoup plus construits que nous, quoi, quand même. Et moi, je pense qu'il y a un facteur tout simplement commun, et je ne sais pas si on y reviendra, ou du moins si on aura le temps, etc. Mais au final, on constate un seul truc, c'est que l'Afrique du Sud, elle a fait son rugby championship, elle arrive chez nous, elle a de la confiance, des automatismes et des joueurs qui sont complètement intégrés au système. Et de la fraîcheur aussi. Mais nous, quand est-ce qu'on est extrêmement fort? Tournoi à destination où on a de la prépa, on a de la continuité et on a un petit peu de fraîcheur parce que c'est entre guillemets le milieu de la saison, début de saison. Donc il y a un facteur commun à ça, il y a 3 facteurs communs à ça, c'est de la continuité et avoir le temps de mettre en place des choses, etc. Ouais. Là, on arrive à la tournée d'été, on envoie une équipe bis qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. On arrive à la tournée d'automne où il y a eu les vacances, mais où au final le top 14 a repris, les mecs n'ont pas le temps de s'acclimater et de jouer ensemble. Là, moi je veux bien écouter Fabien Galtier, mais on va encore avoir une compo encore différente. J'aimerais savoir, hors tournoi, quand est-ce qu'on a des 2 ou 3 matchs où la compo se suit, on a quelque chose de cohérent en termes de composition d'équipe. Pendant le tournoi. Voilà, mais hors tournoi, je veux dire. Et hors tournoi. Et quand tu joues le tournoi, qu'est-ce que tu fais? Tu finis deuxième ou tu le gagnes. Pour le coup, il donc a pas le choix. Oui, non, mais je dis pas que c'est. En fait, ça, tu vois, la réflexion que tu as, elle est problématique parce que je pense que c'est la réflexion qu'ont tous les dirigeants des instances. C'est la faute de qui? À qui revient la faute? Arrêtons de se poser ça et mettons-nous autour de la table et trouvons des solutions. Arrêtons de dire c'est la faute de l'ANR parce qu'ils nous laissent pas le temps. C'est la faute de la Fédé parce que c'est nous qui les payons. C'est la faute de la Fédé parce qu'ils nous prennent les joueurs alors que c'est nous qui les payons. Au bout d'un moment, il faut trouver un système global où tout le monde s'entend et où il faut avoir l'objectif commun d'être champion du monde et adapter aussi les choses. La vérité, c'est que quand on a de la continuité ensemble, que les mecs jouent ensemble et qu'on a un peu de fraîcheur, on gagne le tournoi. On finit deuxième. Il y a un mini débat qui se lance un peu dans le chat. Avant de passer aux solutions, c'est Orlov qui dit le top 14 n'y est pour rien si en 7 ans l'équipe de France n'a toujours pas de plan de jeu clair. Ça c'est vrai, c'est un vrai point qu'il faut. Voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est nous, mais après c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que est-ce que le plan de jeu il est pas clair parce qu'on n'a pas assez de temps de préparation ou alors est-ce que le plan de jeu est pas clair parce que on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire à qui est la faute. On s'en fout de qui est la faute. Ce qui est factuel, et c'est ce que dit Orlov, c'est ça, sur le chat, c'est qu'on n'a pas de plan de jeu. La vérité, c'est qu'à France-Afrique du Sud, j'ai eu l'honneur et la chance d'être en tribune. Excuse-moi, j'ai vu deux, trois choses intéressantes dans le système de Galtier, avec notamment une inversion de jeu où Meafou joue en pivot, ou je sais plus, c'est Tao joue en pivot. Et là, je me suis dit, c'est stylé, là, ce qu'ils ont fait, franchement, c'est intéressant, il y a quelque chose à aller chercher. Sinon... Alors oui, on va me dire, oui, on s'adapte au jeu de l'Afrique du Sud, on se rentre dedans et on monte des grandes chandelles. À un moment, à la 60e, entre la 50e et la 60e, on faisait comme eux, on envoyait des grandes chandelles. En fait, on ne sait pas répondre par notre propre système. Qu'est-ce que... La dernière fois devant votre télé, c'est quand la dernière fois que vous avez dit... Franchement, le lancement qu'on vient de faire, il est stylé, il est incroyable, on propose des choses, etc. C'est ça qui me déçoit. Ce match-là, il faut faire attention, je pense, à analyser tout sur ce match-là. Moi, je trouve quand même que la France avait un système de jeu, c'est-à-dire utiliser le meilleur de nos joueurs, c'est-à-dire en jouant très bien, ça a marché sur le premier mandat, en jouant les ballons de récupération à fond, en faisant un petit peu ce que peut faire l'UBB, c'est-à-dire en jouant très très vite les ballons les contre-rucks, les turnovers et tout, les jouer très très vite, être hyper tranchant sur ce jeu-là, avoir une défense avec Sean Edwards, pour le coup on avait une défense sur le premier mandat, une rush défense qui était hyper intéressante, et en fait on avait quand même des trucs, et ce système de jeu permettait de s'adapter plutôt bien à un système où en gros on pouvait pas toujours avoir nos meilleurs joueurs. Mais je trouve que là on s'est fait manger le cerveau par les Sud-Africains. Là oui peut-être, mais je trouve que du coup c'est compliqué de vouloir. Moi j'entends de vouloir jouer à la toulousaine. Je dis pas ça. De jouer beaucoup. Je dis pas ça. Mais
Non, mais leur plan de jeu n'est pas forcément celui-là. Non, mais oui, alors moi je comprends peut-être plus un plan de jeu peut-être moins plus simple. Oui, mais ce plan de jeu, parce que t'as pas le temps de travailler. Oui, et ce plan de jeu ne permet pas de gagner aussi. Ce plan de jeu-là nous permet pas de gagner. Visiblement, sous les ballons, on n'est pas, on n'est pas impériaux. Après là, c'est un match. On a le cul entre deux chaises. En fait, j'ai trouvé le cul entre deux chaises, entre des joueurs qui aiment bien tenir le ballon. Tu vois, entre ça avait fait débat, notamment il y a quelques tournois avec des joueurs comme Ntamak, comme Dupont, comme un peu les Toulousains qui avaient dit mais quand on avait perdu en Irlande, là je comprends pas trop le truc de dépossession, ça commence à nous saouler et tout. Et du coup vouloir tenir plus le ballon, mais tenir plus le ballon, tu t'exposes quand même au contre de l'équipe adverse et quand tu as moins le temps de travailler, c'est le problème difficile. Il est là, c'est qu'on n'a pas le temps de travailler. Regarde au tournoi quand on a le temps, je trouve qu'il y a des matchs du tournoi où il y avait des choses vraiment intéressantes à en tirer et où on a proposé des choses rugby vraiment, vraiment cool et vraiment efficaces. Mais là, on a revient au même problème, c'est qu'il faut du temps pour travailler. Voilà, donc tu fais une passe décisive à les cadeaux. Il faut du temps pour travailler. C'est là où on va rentrer. Parce que je vois que vous êtes hyper actifs. D'ailleurs, c'est cool. J'essaie de lire vos commentaires. Ça débat aussi bien sur le plateau que dans les commentaires. Donc, c'est sympa. Il faut du temps pour travailler. Alors, comment dégager du temps pour travailler? C'est la grande question. Évidemment, vous avez fait vos devoirs, messieurs. Vous avez essayé de trouver où gratter des matchs à droite, à gauche. Comment réorganiser peut-être le calendrier pour faire un peu ce qui se fait dans d'autres pays qui sont plus compétents que nous sur la scène internationale. Je pense donc notamment à l'Afrique du Sud. Je me suis amusé à faire le tableau du nombre de matchs joués par les 23 joueurs sud-africains qui ont affronté la France ce week-end. Sur les 23 joueurs, 5 Sud-Africains ont joué plus de 30 matchs. 21 Français ont joué plus de 30 matchs. C'est pour dire un peu la différence. Et ce qui est énorme aussi, c'est que 2 Français ont au moins 10 matchs joués avec le 15 de France sur cette période-là, alors que 14 Sud-Africains ont au moins 10 matchs joués avec leur sélection. Donc ils jouent moins, et en plus ils jouent plus avec leur sélection. Forcément, à un moment donné, ça se paye, même si intrinsèquement les joueurs peuvent être meilleurs. Oui, demande-leur aux Sud-Africains la gueule de leur championnat. Ils en ont même pas. C'est pas la solution. Mais non, mais en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un championnat fort ou est-ce qu'on veut une équipe de France forte? Dites-nous, dites-nous si vous préférez, étant donné que dans l'état actuel, le top 14 est très très fort. Mais pourquoi faire un choix? Et le 15 de France peine à atteindre le très très haut niveau, même si sur l'Europe, à l'échelle européenne, on s'en sort très très bien. Et pourquoi faire un choix? Parce que techniquement déjà il te faudra des automatismes. Vous préférez que le top 14 soit excellent et que l'équipe de France ne soit toujours pas championne du monde, ou inversement? Je parle au chat et puis ensuite en plateau. Paul pense qu'il ne faut pas faire de choix. À court terme, il faut que l'équipe de France soit forte. L'objectif, c'est championnat. Oui, mais il faut pas non plus, parce que là on est dans une période internationale, mais il faut pas non plus, tu vois, le top 14, ça nous anime tous, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent soulever le bout de bois avec leur équipe qui supporte que presque gagner le tournoi destination. Ah oui, tu t'es bien rattrapé sur la fin de ta phrase. T'allais pas dire ça au début. Coupe du monde, ce grand fou là. Et là, il y a Planche qui allait arriver. C'est bien joué, c'est bien joué. Il y a Planche avec Juste l'ours qui allait arriver en planche. Non, moi je... Vas-y, propose ta solution. Vas-y. La meilleure équipe c'est maintenant qu'il faut possible. écouter à la LNR. Et je propose pas le meilleur championnat du monde, mais je propose les meilleurs championnats du monde. Ok. Avec un S donc. Avec un S. Je veux qu'en France, on a l'opportunité d'avoir 2 championnats les meilleurs au monde. Parce que... Mais c'est-à-dire les meilleurs au monde à leur division, c'est-à-dire tu vas dire la meilleure première division et la meilleure deuxième division, ou tout confondu les 2 meilleurs championnats du monde? Pas loin d'avoir les 2 meilleurs championnats du monde avec la 2e division en France. Donc la Pro D2 serait le 2e meilleur championnat du monde? Ouais, pas loin. Ok, bah vas-y, Roland, je t'écoute. Comme au Stade Toulousain, tu as le meilleur talonneur du monde, et le numéro 2 c'est le deuxième meilleur talonneur au monde. Bon, vas-y, 2 championnats qui sont les meilleurs du monde. Moi déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête avec le top 14. Je passerai un top 10. Clairement. Top 10. Donc là, t'envoies qui dans la J'envoie. Bah non, t'envoies pas dans la benne à ordure parce que t'envoies dans le 2e meilleur championnat du monde. C'est un changement de mentalité aussi à avoir. Hein. Okay. Il faut, et c'est un changement de mentalité qui a déjà été pris, je trouve, ces dernières saisons. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la Pro D2 comme on parlait de la Pro D2 avant.
C'est-à-dire que je trouve qu'avant, la Pro D2, c'était vraiment l'antichambre, tu vois, du rugby de l'élite et tout. Je trouve que maintenant, la Pro D2, déjà, les audiences sont très bonnes. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre de côté l'argent et tout ça. C'est même central. Non, mais, oui, c'est même central, mais il ne faut pas être utopique et dire oui, voilà, non. Moi, je considère que la Pro D2 est en plein essor, que tu as des joueurs étrangers qui viennent, les salaires sont conséquents, les clubs développent leur économie encore plus, et ça va même jusqu'à la nationale. Tu as des clubs qui sont très très forts, même en nationale, on voit avec le Nice Rugby aussi, par exemple. Donc, top 10, le 10e est relégué. Donc là, cette année, en gros, j'en vois Perpignan, Montauban, en D2, Lyon et c'est je crois que le Racing. Je crois que c'est le Racing. Peut-être le Racing. Top 10, le 10e est relégué. Les 6 premiers sont qualifiés. Tu gardes les phases finales encore une fois dans une optique. Tu fais un top. Pardon, je me suis trompé. Les 4 premières équipes. Ah oui, parce que là c'est l'école des fans. Non. Tu fais un championnat. Les 4 premières sont qualifiées en demi-finale. Okay. Voilà. Donc parce que c'est important de garder les phases finales, c'est quand même quelque chose qui représente beaucoup en termes d'économie et tout. Le 5e reçoit le 8e et le 6e reçoit le 7e. En gros, tu fais des playoffs. Je fais des playoffs. Tu fais des playoffs et des play-ins. C'est ça, en sachant que le dernier est relégué et celui qui le vainqueur du Pro D2 monte dans le top 10 en gros. Et après 2 matchs comme tu as dit. Et du coup, après, petite finale pour pouvoir jouer le barrage, un peu comme le même format que de la Pro D2, face aux finalistes de la Pro D2. T'as quand même un système de relégation. T'as combien de matchs en tout là ? Déjà, alors, en faisant ça, en gros, si tu prends tous les matchs aujourd'hui, il y a 48 matchs potentiellement entre la Champions Cup, le top 14, le tournoi et la sélection. On peut faire 48 matchs. Mais là, dans il y a la 29 compétition, matchs, 29 matchs en top 14. Si tu vas au bout et tu passes par les barrages, c'est 29 matchs. Ou 28 si tu passes. À l'heure actuelle, tu veux dire ? À l'heure actuelle. Oui, et avec ta formule. Et là, tu gagnes entre 7 et 9 matchs. Et la deuxième division La deuxième division, tu restes. Parce que là, c'est ce que soulignent les gens dans le chat, c'est que ça fait moins de matchs. Oui. Et donc, Canal ne paierait pas autant pour les droits. Et donc, les joueurs devraient accepter une baisse de salaire. Non, parce que par ricochet, ça leur retombe. Après, on en revient. Attends, juste au bout d'un moment, moi je veux bien, mais les joueurs, il faut savoir ce qu'ils veulent aussi. Est-ce qu'ils veulent être payés à hauteur de ce qu'ils veulent vraiment être payés ? Mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, tu es payé par rapport au match que tu joues, au match que Canal, que Canal paye. Ou alors tu es payé un peu moins, mais tu joues un peu moins et tu as plus de chances d'être frais pour ton équipe de France. C'est le cas des Sud-Africains qui gagnent moins d'argent que. Oui, voilà. Mais donc, France, en fait, c'est le modèle économique entier qui est à revoir. C'est-à-dire que tu peux pas avoir. Moi, j'entends les joueurs et je les comprends qui veulent gagner beaucoup d'argent parce que ils mettent leur santé à rude épreuve. Ils ont aussi une carrière qui est relativement courte. Je les comprends. Mais je pense que tu peux pas tout avoir. C'est-à-dire que. Ou alors, il faut trouver un système où l'équipe des sortes de contrats fédéraux, une sorte d'ersatz de contrats fédéraux pour pallier à ça, mais tu peux pas tout avoir en fait. Je suis d'accord avec toi, et pour répondre à cette question, il faut quand même raison garder dans le sens où tu as certes moins de matchs pour Canal, mais tu as des matchs de meilleure intensité. Par exemple, est-ce qu'on n'en a pas quand même un peu marre d'avoir des chocs dans l'année, la saison régulière, où tu n'as jamais les meilleurs joueurs ? Maintenant, tu as, oui, mais je pense que même si un UBB Stade Toulousain où c'est jamais les meilleurs joueurs. Est-ce que tu penses qu'il ferait jouer toujours les meilleurs joueurs ? Je pense que je pense pas non plus. Comme tu gagnes 8 ou 9 matchs, quand même, les joueurs oui, mais les 8 ou 9 vont vouloir plus jouer les chocs. Oui, mais les 8 ou 9 matchs que tu gagnes, c'est les 8 ou 9 matchs qui jouent pas là parce qu'ils sont au repos, tu vois. Non, mais d'accord, mais les clubs auront la possibilité quand même de faire jouer. Ils ont moins de matchs, donc ils auront envie de faire jouer plus leurs meilleurs joueurs quand même, vu qu'ils perdent des matchs. Pour faire venir le public, tu vois, au Stade Toulousain, Dupont, s'il y a moins de matchs, peut-être que Mola, il voudra peut-être plus le faire jouer qu'il ne le fait jouer, tu vois. Après, c'est au club de gérer et tout, mais t'enlèves quand même des matchs là-dessus. Et en plus, tu vas gagner des phases finales quand même parce que on adore quand même tout ce qui est barrage, même d'accession et tout, ça fonctionne très très bien. T'as un engouement terrible. Mais du coup, t'as dit que t'en faisais quoi de ces 7-9 matchs de moins ? Là, après, ça c'est à discuter avec vous, mais soit tu décides. Moi, j'aimais bien la proposition. Après, alors, je termine sur la Pro D2. Tu restes à 16. Moi, je resterai à 16 et du coup, je ferai un championnat national qui est en plein essor aussi. Et c'est très bien pour nous en plus parce qu'on est diffuseur. Parce que c'est diffusé sur Rugbyrama, bien sûr. Tu fais 2 poules de 10. Mais on ne vous apprend rien. On vous apprend rien. Tu fais 2 poules de 10. Et là, pareil, les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés directement en demi-finale. Et le deuxième
affronte en barrage le 3e de l'autre poule et inversement. Après, tu as des demi. Toi, ton système, là, en fait, il est fait pour renforcer la nationale surtout. Et la Pro D2. Oui. Surtout la Pro D2. Parce que tu vas avoir une Pro D2 qui va être encore plus compétitive. Est-ce que tu penses pas qu'il va y avoir un écart encore plus grand en Pro D2? Bah non, pour moi, non, ça va faire monter le niveau de la Pro D2. Parce que quand tu vas avoir des équipes qui, du coup, on se rend compte quand même chaque année que l'équipe qui monte de Pro D2 a du mal à rester. Donc au final, on dit que c'est un système qui marche bien et tout, mais oui, mais en même temps, tu te rends compte quand même qu'au final, à chaque fois, celui qui gagne la Pro D2, du coup, il descend quoi, presque tout le temps. Mais en même temps, c'est un commentaire de Mamoun50. Gardez le top 14, sinon on aura toujours les mêmes clubs en tête. Parce que c'est vrai que le top 14 est très dense. Donc oui, le 14e est peut-être souvent en difficulté, celui qui monte de Pro D2. Mais par contre, après, tu as tous les mecs qui sont 10, 11, 12e, qui sont à 4 points du top 6 et inversement. Ouais, mais ça rajoute encore plus du piment au top 10. C'est-à-dire que le 10e, c'est-à-dire que tu peux te retrouver 10e dans une situation, il ne faut pas rater tes matchs. Donc, il faut peut-être, comme tu as moins de matchs, il faut faire jouer peut-être plus tes stars. Et pour le coup, tu auras un championnat qui sera serré jusqu'au bout, encore plus que ça ne l'est. Mais encore plus. Mais financièrement, j'entends, mais financièrement, ça le rend extrêmement instable. Oui, mais c'est-à-dire que tu fais une mauvaise saison, tu passes en 2e division, et là... non, parce que tu as des moyens de te rattraper. Typiquement, en gros, si tu finis 6 ou 7e, tu vas recevoir ton je sais plus comment t'appelles ça, ton play down, en gros, tu vas le recevoir, donc, et après tu as une autre chance, même si tu perds, tu as une autre chance parce que tu as ce match de finale pour pouvoir jouer en gros le barrage contre perdant du Pro D2. Donc tu peux quand même t'en sortir. Enfin, après, si tu perds tous tes matchs, tu descends. Hein. Enfin, oui, mais bon, là, pour le coup. J'ai pas étudié tout ton argumentaire, etc. Mais pour le coup, de ce que tu racontes de la plage de 7 à 9 matchs dispo, moi, je les utiliserais différemment. Mbappé disait récemment que vous voulez qu'on joue 70 matchs, on va les jouer, mais laissez-nous des vacances. Bon, ben, eux, ils veulent bien les jouer. Moi, je leur laisserai quelques semaines de vacances et quelques semaines aussi en bleu ou. Ah oui, voilà. L'objectif final, ça reste ça. Encore plus d'avoir de des les vacances. reposer. Mais moi, je trouve que encore plus de les reposer, l'objectif final, ça reste qu'ils aient plus de temps avec l'équipe de France. Je pense qu'il faut les reposer aussi. Même si tu les reposes plus et qu'ils ont quand même que 2 semaines pour préparer un match contre l'Afrique du Sud, je pense pas que tu gagnes énormément. Mais là où je rejoins par contre ce que tu disais dans la rédac, je sais pas si tu allais en parler, mais qui était intéressant, c'est de lier ces espèces de tournées. Ouais. C'est-à-dire ça pour le coup, pour moi, c'est un vrai mérite. Bon, après derrière, tu fais enchaîner. En fait, il faut aussi repenser le système de Coupe d'Europe derrière, parce qu'en fait, du coup, pour expliquer aux gens ce que tu disais tout à l'heure dans la rédac, c'est enchaîner la tournée d'été avec la tournée d'automne. Faire tournée d'été. Vacances. Quelques semaines de vacances, reprendre le groupe pour reprendre les automatismes, etc. Mais avoir un même groupe tout le temps. En gros, tu fais tes 3 matchs de tournée d'été en juillet. Ensuite, mais avec ton vrai groupe. Avec ton vrai groupe. Après ça, tu laisses 5-6 semaines. 6 semaines, c'est plus que ce qu'ils ont aujourd'hui de vacances en coupure. Et ensuite, tu reprends le groupe mi-septembre pour la tournée de novembre. Tu as 1 mois et demi de préparation pour la tournée de novembre. Et les mecs se sont plus reposés que... Oui, mais alors dans le système de Paul, le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune semaine de vacances. Sinon. Si. Au milieu de la saison. Mais si. Et quand? Non. Mais au milieu de la saison, tu enchaînes. Tu commences ton championnat. T'enchaînes top 14, Coupe d'Europe. Non, mais t'enchaînes ton championnat plus tard, en gros, pour pouvoir après avoir des vacances. Après, en gros, cette Nation Cup, en gros, que tu joues un peu d'un coup. Et après, tu fais des vacances. Tu commences plus tard. Du coup, il faut quand même que, et là je reprends Erasmus, il faut que le Rugby Championship soit décalé pendant le tournoi Destination. Ça, c'est lui qui l'a dit, et je trouve que c'est la bonne solution. Oui, comme ça, tout le monde est sur le même calendrier. Se cale sur le calendrier du tournoi. Oui, mais pourquoi il se calerait sur le calendrier Après, je vais vous proposer quelques idées dans le chat et tout ça pour vous ne commentez pas pour rien dans le chat. Après, je vais relever 2-3 idées. Mais pour le coup, pourquoi Erasmus? Pourquoi ce seraient les sudistes qui se calqueraient sur notre... En tout cas, Erasmus, les doubles champions du monde, dit qu'il comprendrait mieux que ça soit comme ça. Donc ça montre qu'un mec... En fait, dans ton calendrier, ce que je comprends, c'est quand est-ce que les joueurs vont avoir des plages de repos pendant la saison. Hors ce qu'on a dit, les vacances d'été, entre guillemets. Après, parce qu'il y a quand même 7 à 9 matchs, pas non plus, il n'y a pas 18 matchs de dispo, tu vois. Non, 7 à 9 matchs, ça fait quand même pas mal de semaines. Oui, mais... 9, ça fait quand même, tu vois, ça fait... Donc soit, après ça, c'est à discuter, mais c'est soit tu décides que, un peu comme, tu vois, en Formule 1 ou même en NBA, tu as vraiment des mois où tu n'as pas de compétition et tu commences plus tard. Soit en gros tu mets tes semaines un peu au fil de l'année. Ça, j'ai pas trop à voir quel est le mieux. Tu vois, est-ce que les joueurs préfèrent avoir vraiment une longue période sans match ou est-ce qu'ils préfèrent avoir plus de semaines tout au long de la saison? À l'heure actuelle, ils ont 5 semaines, je crois, 4 ou 5 semaines entre la fin de la saison précédente et le début de la suivante. Donc avec les 2 tournées qui s'enchaînent. Oui, mais tu comptes aussi. Oui, voilà, mais dans les tournées, ils y sont pas aussi.
En vacances? Ah non, en match. Les gros premiums, ils y sont pas. Ça compte dans les vacances. Non, mais là, l'idée, c'est que les premiums fassent les tournées. Mais du coup, tu leur enlèves ces semaines de vacances-là, entre guillemets. Oui, mais ils ont entre août et septembre, ils ont la place de mettre 6 semaines. Ouais. Bah oui. Non mais... Même si tu pousses jusqu'à octobre, t'as un mois de vacances, t'as un mois pour préparer la tournée de novembre. Ou alors tu décales ta tournée d'été. Enfin après c'est tout un système mondial là, repenser avec les Néo-Zélandais avec ça. Attendez, dans le chat, plusieurs idées. Alors ils proposent pas mal d'idées un peu à la NBA avec 2 conférences de 8. Donc ça te fait moins de matchs, ça fait 14 matchs. De 8, mais tu parles de quoi? De compétition internationale en top 14. En top 14, 2 poules de 8 donc on serait 16 ou de 7, ce que tu préfères. Avec donc 2 matchs contre chaque équipe, puis ensuite un Final 8. Donc ça te fait combien de matchs? Ça fait 14 matchs, ça fait 12 matchs de poule. Ouais. Et ensuite les 4 meilleurs, Final 8, donc on va dire ça te fait 4 matchs. Quoi. Ok. Donc ça te fait 16 matchs sur la saison en championnat. Ouais. Ce qui fait pas beaucoup pour les droits TV. Hein. Mais c'est ça en fait, c'est toujours le même problème. Non, mais là ça fait pas assez. Là c'est trop peu. Canal, ils vont pas payer pour ça. Après, je trouve quand même que, en vrai, on va pas se mentir, il y a quand même des matchs des fois qui nous intéressent pas en top 14. Soyons sérieux quoi. Oui, d'accord. Des matchs des fois à 16h30, je trouve que du coup ces matchs-là sont plus intéressants même des fois en Pro D2, tu vois. Enfin moi j'avoue, des fois je prends plus de plaisir à regarder la Pro D2 que à regarder certains matchs de top 14. Hein. Vraiment, je trouve que tu as des affiches qui sont... forcément, mais on en revient aussi au fait qu'il n'y ait pas forcément les équipes types à chaque fois. Voilà, c'est ça qui les rend désintéressants. Parce que tu sur le papier, jeu... meilleure équipe du Racing contre meilleure équipe de Clermont, c'est plus sexy que meilleure équipe de Colomiers contre meilleure équipe de Nevers. Encore une fois, il faut trouver un système où t'obliges, entre guillemets, les managers à jouer. Et du coup, là où tu gagnes des matchs intéressants, c'est que tu obliges à jouer aux managers à jouer à fond et à mettre les équipes types à chaque fois mais aussi parce que ta compétition est ultra serrée, que tout va se jouer tout se joue très sur des points très serrés, etc. Donc oui, c'est pas mal aussi, mais après, en fait, il faut vraiment bien user de ces plages de ces 7 à 9 matchs là, c'est-à-dire que tu vas les mettre en vacances où il va être plus frais, mais derrière ils vont peut-être manquer d'automatisme aussi, donc non, mais après il faut forcément. Donc en fait, il y aura toujours peut-être des problèmes et tout, mais je trouve quand même que en gros, cette solution te permet quand même de gagner vachement de matchs, de garder quand même une compétitivité énorme pour ton top 10, d'avoir une Pro D2 qui est encore plus forte qu'elle ne l'est, et du coup t'as des meilleures équipes, t'as encore plus de moyens, du coup Canal développe encore plus là-dessus et tout, t'as des phases finales qui n'ont jamais été... On va dire les économies que tu fais sur le top 14 avec moins de matchs, voilà. tu les gagnes ensuite sur tes phases finales, sur la Pro D2 qui est meilleure. Tu mets des phases finales, même un club qui est 7ème, tu vois, aujourd'hui, tu vois, ok, top 6, mais entre 7 et 12, c'est terminé, tu vois. En gros, quand t'es bien... Entre 7 et 12, c'est terminé, tu veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si il te reste encore un mois et demi de top 14, si tu sais que t'es 10ème, que par exemple, typiquement cette année, avec Perpignan et Montauban, qui sont largement en dessous, une équipe qui va se retrouver 9-10ème, un peu larguée pour le top 6... Il n'y en a pas beaucoup, des équipes larguées pour le top 6 en vrai. Mais il n'y a pas un écart énorme. Hein. Ça sera un peu compliqué. Même tu vois La Rochelle l'année dernière, même Lyon qui a cru à un moment donné. Oui, mais factuellement, oui, mais en gros, il faudrait que, par exemple, un Montpellier qui est 10-11, il faut, sur le papier, oui, s'ils gagnent tout, mais bon, ils vont devoir aller jouer à Bordeaux ou Toulouse, donc forcément, tu as l'impression qu'ils sont pas loin, mais ils sont quand même loin. Alors qu'avec une formule comme ça, tout le monde est concerné jusqu'au bout, tu vois. Parce qu'en gros, ta place de 7ème, elle te donne un match, et en plus, elle te donne un match un peu à la vie à la mort, à domicile. Oui, dangereux. Donc, ambiance de dingue, machin truc. Tu vois. Sinon, une autre solution, tu forces, vas-y, pardon. Non, mais je pense que ça ira peut-être dans ton sens. C'est Mon Bon Charlot. Qui commente, mon bon Charlot, qui propose lui de maintenir le top 14 tel qu'il est aujourd'hui, mais limiter le nombre de matchs aux internationaux à l'année. Ça révolutionne moins, mais c'est pas grave. Le calendrier, le nombre de matchs, mais c'est déjà un peu le cas avec les joueurs protégés, quoi. Oui, mais alors du coup, ça résout pas du tout le problème d'avoir plus d'automatisme et d'avoir des mecs qui ont plus de sélection, quoi. Mais non, tu parles en top 14, tu les fais moins jouer en top 14, les mecs? Ouais, tu les fais moins jouer en top 14. Moi, je pense que c'est bénéfique pour deux choses. Un, plage de repos plus large, du coup, parce que tu fixes ton truc à... Allez, en top 14, tu peux les faire jouer, 18 matchs, un truc comme ça. Tu les fais jouer 18 matchs, je dis un chiffre au hasard. Et surtout, tu t'obliges
et le Stade Toulousain sera bien content parce qu'ils ont un vivier de fou, tu t'obliges à avoir un vivier, à développer ton centre de formation, faire monter des mecs, les faire jouer de plus en plus. Du coup, tu développes ton vivier en club, mais aussi tu développes ton vivier français, parce que voilà, les GIF obligent un peu ça aussi, etc. Donc franchement, ça c'est une idée que j'aime bien. Oui, mais il faut que cette idée-là te permette de passer plus de temps en sélection. Et bien les mecs uniquement des vacances. Non, mais les mecs sont reposés. Non, mais les mecs sont reposés et en plus de dispo, ces 10 matchs-là, entre guillemets, j'ai dit 18, mais ça à réfléchir. Mais ces matchs-là aussi, je parle des internationaux. Hein. Je parle que des internationaux. Donc tu limites. Il faut une liste de premium, etc. Pas une liste de 70, évidemment. T'en veux combien dans ta liste? Vas-y, dis-moi, t'en veux combien? J'ai pas d'idée, j'en sais rien. Allez, je t'en offre 24. T'en prends 30, t'en prends 30. Ouais, mais ça te fait 2 équipes. De 15. Ouais, mais c'est beaucoup. Hein. Et les clubs dans tout ça. Eh bien, on en revient à ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut repenser ton système économique où les joueurs vont peut-être moins gagner, mais seront champions du monde, etc. Il faut savoir ce qu'ils veulent aussi. Donc les clubs, donc les joueurs gagnent moins. Pas forcément moins, ou alors tu réfléchis ton système. Ou alors ils gagnent autant, mais il faut que la FFR sorte. Exactement, chéquier, mais quand on connaît les comptes de la FFR, c'est pas forcément de la tendance. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions comme ça avec reposer les mecs, 2, trouver des automatismes entre eux, et 3, garder un championnat un minimum attractif avec des jeunes de plus en plus forts, avec des systèmes comme les GIF, etc. J'avoue que je pense que réduire le système de match... le rugby repose sur un écosystème financier qui est, je pense, à 90% financé par Canal+. J'exagère, j'en sais rien, mais voilà. Quasiment pas. Et du coup, Canal décide en fait. Et Canal, il voudra pas. Je sais pas. Je sais pas. Invitons Eric Bail. Eric Bail à kick-off et on en discute avec lui. Tu lui proposes un championnat où en gros qui oblige les équipes à faire jouer leurs meilleurs joueurs. Ou un championnat où il y a un peu plus de matchs, mais du coup où les joueurs. Il y a combien de matchs dans ton système top 14? Les meilleurs joueurs jouent beaucoup moins, à part les phases finales en gros. Il y a combien de matchs dans ce système top 14? Juste top 14. Tu as 18 matchs, plus 3 ou 2. Ça dépend si tu passes par les barrages. Donc là, typiquement, tu peux. Enfin, non, 18 plus 2. Donc là, typiquement, dans ce système-là, tu peux faire jouer les premiums et leur mettre 2 plages de repos. Excellente idée dans le chat. 20 matchs. D'horloge chaotique. Elle est brillante cette idée, c'est pas une blague. Les joueurs sont peut-être moins payés par les clubs, mais tu les autorises à vendre leur image. Et du coup, l'argent qu'ils ne gagneraient pas en club parce qu'il y a le salary cap, ils le gagnent sur la vente de leur image. C'est ce que réclamait Dupont. Elle est brillante. La FFR. Non, mais elle est brillante aussi parce qu'après, non, mais alors ça, il faut quand même. Après, oui, les clubs qui trichent. Non, mais surtout, je veux. Oui, t'as bien des clubs sûr. Après, qui vont en gros payer des salaires des joueurs par rapport au droit à l'image, au lieu et du coup avoir des salaires beaucoup plus faibles. Pour pouvoir rentrer dans les clous, mais en gros comme tu as le droit à l'image, tu vois, t'as des magouilles comme ça qui peuvent rentrer et du coup je trouve que ça peut être dangereux aussi, tu vois. Et puis surtout il y a quand même un gros déséquilibre entre les droits à l'image des joueurs d'équipe de France. Tous ne toucheront pas les mêmes. Voilà, je pense qu'Antoine Dupont il va être content, mais il y en a d'autres, j'ai pas de nom en tête. Vas-y. J'ai pas de nom. Non, tous les joueurs d'équipe de France sont bankable, mais Dupont l'est beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, je trouvais que dans ce schéma-là, ça te permettait aussi au club et au cadre de pas se reposer sur leur laurier et en gros de développer ce que je trouve vraiment bien dans le rugby, c'est le côté un peu ruissellement, de développer encore plus leurs relations avec des clubs de leur bassin en gros régionaux ou départementaux, etc. pour en gros, par exemple, mettre beaucoup plus de joueurs en prêt, avoir encore plus un système de prêt pour que des joueurs du coup jouent en Pro D2. Oui, comme le fait le Stade Toulousain pour le coup, pas mal. Vois, mais que tu vois, aujourd'hui, en plus, tu vois que Rennes développe encore plus en Bretagne, que La Rochelle aille justement vers Vannes, vers Niort, qui est en national, tu vois, le Stade Toulousain le fait déjà, que le Racing, que le Stade Français le fasse encore plus avec des clubs de région parisienne, que du coup, tu vois, ça obligerait les clubs du coup à dire, ok, du coup, on a des jeunes. Comme on fait quand même plus jouer nos stars, nos jeunes, ils doivent quand même jouer, donc ils vont jouer en Pro D2, donc on va faire plus de prêts avec des Nevers, des trucs comme ça, et du coup, tout le monde trouve un petit peu son intérêt quand même, quoi. Parce que t'as des jeunes stars. Mais en les prêtant, tu les fais pas jouer en top 14, et du coup, tu fais pas reposer tes stars. Mais de quoi? En les faisant jouer ailleurs. Oui, mais parce que t'as moins de matchs. Oui, mais tu les fais quand même jouer ailleurs. Mais non, mais ces mecs-là.
Oui, mais en gros, t'as toujours les mêmes effectifs, mais en gros, comme t'as moins de matchs, tu peux pas non plus avoir les mêmes effectifs. Donc en gros, les joueurs qui sont pas dans les premiers plans, ils peuvent beaucoup plus partir jouer en prêt, dans la etc. deuxième division. Jouer dans une deuxième division où il y a sera bien beaucoup de meilleur. matchs, et du coup, qui sera meilleur parce que tu vas avoir des Perpignan, tu vas avoir un choc entre là typiquement Perpignan-Lyon, tu vois, en Pro D2, des trucs comme ça qui est quand même énorme. Bon, c'était un débat en tout cas très animé. 40 minutes de débat. Hein. Monsieur, on a été. Après, on a été pour le coup. On pourrait en parler encore. Non, mais voilà, on a été vachement en surface. Oui, on n'a pas toutes les données, etc. Non, mais il y a vraiment un truc à repenser pour le truc. Et pour finir, en termes d'argent, moi je suis pas forcément contre aussi. Ça va peut-être se mettre en place, mais pour les gros clubs, tu vois, un Stade Toulousain, comme ils veulent développer un peu la Coupe du Monde des clubs, tu vois, une fois tous les 4 ans, à la place de la Coupe d'Europe, avoir cette Coupe du Monde des clubs qui, je suis désolé, mais tu vois, un Toulouse Crusaders, tu vois, tu remplis le stadium, tu vois. Et je pense que c'est mieux pour le Stade Toulousain des fois d'avoir des matchs comme ça que d'avoir Ernest Vallon, Stade Toulousain Montauban, ou tu vois, Stade Toulousain Lyon, tu vois, ou Stade Toulousain une autre équipe. Oui, mais c'est trop ponctuel. Une fois tous les 4 ans, c'est trop ponctuel. Ça compensera pas les pertes liées à moins de matchs, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut repenser le système rapidement si on veut être champion du monde avec la génération dorée qu'on a. Dans le chat, en tout cas, ils soulignent aussi pas mal finalement, parce que c'est ce qu'ils disent. Si on écoute le staff, on a perdu en quart à cause de l'arbitrage, contre l'Irlande parce qu'on avait la tête au fond du seau, contre les Anglais parce qu'on n'était pas efficace, et maintenant c'est à cause du top 14. Donc c'est vrai qu'à travers tous ces débats-là, on va dans ce sens-là, voilà, de trouver après, des c'est deux débats systématiquement, etc. Oui, mais l'un n'est pas forcément sans l'autre. Et puis c'est deux débats différents, tu vois. On aurait dû faire un débat sur le 15 de France, parce que c'est vrai qu'entre nous, je trouve quand même que dans cette équipe de France, il y a peut-être moins d'expérience, peut-être un petit peu moins de qualité, peut-être dans le staff. Ça serait un vrai débat à part entière. Quand tu avais Labitte, Guézal, Giroud, tu vois, enfin, tu avais quand même des. Oui, même Sean Edwards qui était, étaient les meilleurs dans leur spécialité. Tu te rends compte que Galtier a pris peut-être plus de prérogatives, que tu as des mecs qui sont partis, donc en termes de. T'avais peut-être une équipe de France aussi un peu moins bonne, et moi, je pense faut l'admettre. Et les Sud-Africains étaient peut-être aussi un peu meilleurs. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'à armes égales et à match joué égaux et à fraîcheur égale, on a la meilleure équipe du monde. Oui, mais ça c'est. En termes de qualité pure, je suis pas loin d'être d'accord. En termes d'individualité. Étant donné que tu as les meilleurs joueurs. Mais je pense que si tu arrives à mettre en place un système collectif huilé aussi propre que ce qu'arrive à le faire l'Afrique du Sud avec le temps qu'ils ont, on serait intouchable. Mais on en est très loin. Messieurs, je vous propose de passer au jeu. Après ce débat animé, en tout cas, merci d'avoir été si nombreux à participer. On est resté en surface encore. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait en parler. Avoir des vrais décisionnaires, tu vois, autour de la table. Pour justifier ces choix, parce que j'imagine qu'on n'a pas non plus révolutionné, et que toutes ces choses-là, ils ont dû aussi y penser. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir l'avis de certains qui décident. On est plus là pour questionner, pour s'interroger que pour trouver une solution. C'est ça. Ouais, même si quand même, en gros, dans les instances, il y a plus l'idée de rajouter des matchs. Et enfin, tu vois, pour plus d'argent, sauf que des fois il faut aussi peut-être voir l'argent où il peut être ailleurs, et du coup pas forcément ça. Il faut vraiment, comme on l'a dit dès le début, qu'est-ce qu'on veut, tu vois, est-ce qu'on veut réduire les matchs, c'est ça, c'est la question qu'on se posait au tout début. Mais si on passe au jeu, allez, on passe au jeu après ce jeu. Je sens que Perle elle a envie de rentrer chez elle, donc voilà, le jingle, on enchaîne, on passe au jeu. Elle me dit dans l'oreillette, on commence à ronfler. Enfin bon, on sent que elle est pas ravie d'être ici, mais bon, c'est pas grave. Le débat là pas intéressant. À force de me tourner comme ça, je vais avoir un temps qui colis, par contre, c'est terrible. Il faut s'échauffer un peu avant l'émission. C'est dur. Messieurs, le jeu du jour, on va jouer aux enchères. Donc je vais vous donner des catégories. Vous allez devoir me dire 500 €. En même temps, voilà, exactement. Vous allez devoir me dire en même temps, voilà, combien de noms vous êtes capable de citer dans cette catégorie-là. Vous aurez 30 secondes, je sors mon téléphone pour faire le chrono. Par contre, j'ai cassé mon stylo et je peux plus noter. Pourquoi il faut noter ? T'as pas besoin de noter. Ah si, pour noter les noms. Il était tellement tendu pendant le débat qu'il a froissé son stylo. C'est quand j'en réfléchis, ça, tu vois. Merci d'avoir lu les commentaires, évidemment. Oui, tous les commentaires, il y en a énormément. C'est le but d'être sur Twitch. On essaye. Messieurs, de combien de clubs champions de France en top 14, depuis 2000, êtes-vous capable de citer en 30 secondes ? Vous êtes prêts ? De quoi ? Attends, mais il faut donner les chiffres. Et celui qui aura le plus gros. Ah, mais on le dit en même temps et c'est celui qui a le plus gros. Voilà, je croyais que je disais 5, il disait 6 et je disais je m'arrête. Ah non, vous pouvez faire ça. Vas-y, Vas-y, Paul, commence. 5. 7.
8. 8, vas-y. Alors, 30 secondes, 8 clubs, je t'écoute. Toulouse, Oui, Castres, Racing, oui, Clermont, oui, Stade Français, oui, Toulon, oui, Biarritz. oui. Il en a 7, il a compté. Et oh putain non, j'allais dire La Rochelle, c'est immense. Et Il te reste 8 secondes. Biarritz, Stade Français, Castres. Putain, je l'ai pas. C'est Ah, terminé. je suis catastrophique. Toulouse, Stade Français, Biarritz, Castres, Clermont, Je l'ai Montpellier, dit. Ah, Montpellier. Toulon, Perpignan, Racing. Oh, mais je l'ai dit Racing, je l'ai dit. Oui, mais en fait, il y en a. Il manquait. Il y en avait 9. Il y en avait 9. Donc C'est bien joué. c'est toi qui prends les 8 C'est points. bien joué. Tristan qui prend les 8 points. Je vais vous demander l'aide pour compter parce que si je dois tenir la tête. Oui, t'inquiète, il comptait de toute façon. Ah, ça m'a Ça, c'est un coup de maître que j'ai fait là. Il a fait monter les enchères. Et voilà, c'est ce qu'il disait, il manquait Perpignan. Ah là là, Montpellier, Perpignan, ça m'agace. Messieurs, combien de joueurs ont inscrit 5 essais ou plus depuis le début de la saison en top 14 ? Combien vous pouvez en citer, pardon ? 5. Il y en a 10 en tout. Je vous donne un indice. Ah, ils ont un indice, ça faut pas le dire ça. Combien ? Plus de 5 essais. Ouais, 5 essais ou plus. Il dit Ouais, 5. si, j'en ai 6. 6 Ouais. 6, 6, réponse, 6, vas-y. 6, c'est pour Ah non. J'en ai pas du tout 6. Je savais que t'en avais pas 6. Il a voulu faire monter. J'en ai même les pas. enchères. J'en ai 0. Il y allait au bluff. J'en ai 0. Il y allait au bluff. Je savais qu'il y allait au Mais bluff. cite. Ah, tu peux démarrer le chrono, s'il te plaît 1, 2, 3. Merci. Dréan, Oui, Vain Nicolo, oui. pas Lebel, non. Ouais, il dit pas le bel, il compte. Non, non, non. VC, merci. Compte-les. toi. Oh, je suis catastrophique, j'ai pas du tout réfléchi. Putain, des ailiers, merde. Oh là, je suis honteux. C'est très très long. Attends, on me fait voir le chrono. Ouais, t'es à 20. Il reste 20 Oh secondes. là, je suis honteux. Il y a des réponses dans le chat, mais non. Ah non, mais c'est cata. Je suis catastrophique. J'en ai 0, j'ai pas du tout réfléchi. Oh, il y a John Ouais, Jones. stop. Bah, non, J'avais John dit- Jones qui est très je sais très pas, bon. je vais pas dire. Alors, Wayne Nicolo, Biel Biarré, Capozzo, Bielbiarré, il les a, Capozzo. Capozzo non, Non. Deux Porter, Noah Néné, Oh, Dakuaka, Kapila, Spring, Penaud Dréan, Cramon, Newsom. Il y a peu, non Penaud, non. J'ai bien fait de te laisser encore celui-là. T'en as combien en tout là 10, j'ai dit. Non, mais t'as combien de questions encore? Je peux me refaire? J'en ai 2 encore. Ouais, ça va. Je suis à 14-0. Ah, on compte comme ça, on le tente pas en manche. Ah, bah d'accord, non, ok. non, non. Ouais, d'accord. Il reste 2 manches. Messieurs, Mais bon, joueurs, typiquement, si la prochaine question, il y en a 15 à trouver, bah, tu peux me rattraper, quoi. Ouais, joueurs ayant marqué 7 essais ou plus sur une édition de la Coupe du Monde. Oh, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 essais ou C'est plus. monstrueux. 7 essais ou plus sur une seule édition de la Coupe du Monde. Sachant qu'il y en a qui l'ont fait sur plusieurs Coupes du Monde et je les ai comptés. Ah, c'est compte sur plusieurs Coupes du Monde en Non, tout non, je les compte. Si Ah, ils s'il y l'ont en a fait qui l'ont plusieurs 2 fois. fois, Ah, ok. je les compte. Combien vous pouvez en citer, messieurs? Paul commence. Il y en a 10. Il y en a 10. Des joueurs qui ont marqué 7 essais ou plus sur une Coupe du Monde, sur une seule édition. Réfléchis bien parce que je peux te laisser aller sur le premier. Il Tu vas quand même te mouiller un peu. il faut grappiller un peu un peu là, il faut tenter. C'est toi qui as la pression. Si tu mets trop bas, tu vois, il renchérit et toi t'es obligé de monter encore 2 au-dessus. Bah, vas-y, donne-lui toutes les techniques aussi si tu veux. 4 4, c'est bien, hein, chéri, bravo. Je vais te laisser y aller. Oh non, 4 si. 4, tu les as, Paul. Allez, c'est parti, 4. Bielbiarré, Robinson, Non, Bielbiarré. Penaud. Non. Robinson, non? Non. Les recordman. Lomou. Oui. Ne l'aide pas. Hein Je te vois l'aider. Mais les recordman, bah oui, Lomou, pour le coup, Blanco. Non. Putain, c'est pas possible. Je t'en donne un ou pas? Dominici, Non. Il n'y Abana, a pas de français. Abana. Abana, oui. je t'aide. Il te manque de respect. C'est un T'en as délire, là en vrai, t'en as 0 aussi. Mais j'ai dit Abana, je vais Les dire 4 recordman. Julian Savert. Voilà. Et le dernier à la dernière Coupe du Monde, À la dernière là? Will Jordan. Je
Je t'ai aidé, je t'avais donné 2. Et c'est qui les autres? Il n'y a aucun Français. Il n'y a aucun Français. Marc Ellis, bon 95. Marc Ellis, bien sûr, néo-zélandais. Donc John Alomou qui l'a fait 2 fois. Dougolette. Tu l'as compté 2 fois du coup, John Alomou? Non, une fois. Bah pourquoi? Je croyais que c'est 2 fois. C'est pas grave, même dans si tous les cas, 2 fois, tu les. Dans tous les cas, d'accord, mais j'en avais 3. Non, t'en avais 2 parce que Bana, c'est moi qui te l'ai donné. Oui, mais tu m'as aidé. Il y avait Mills Mouliaina, oui. néo-zélandais. Drew Mitchell en 2003. Drew Mitchell, il met plus de 7 essais en 2003. Et le dernier, Drew Mitchell en 2003, il met 7 essais. Ou plus en fait. Alors là, pour le coup, je l'avais pas. Et le dernier, il est plus. Mais c'est 7 essais ou plus? Non, mais plusieurs. En gros, en Coupe du Monde, j'avais pas. Enfin, en tout. Sur une enfin en tout, tu vois, 7 essais en plus en Coupe du Monde. Oui. J'ai réfléchi plus comme ça. Et c'était qui le dernier? Josh Adams. 2019. Josh Adams, il a 7 essais en 2019. C'est dur, hein, franchement, c'était dur. Je savais que t'allais galérer. Nicolas Béguet, oui. Je savais que t'allais galérer. 4, c'était pas si 4, énorme. Bon, 18-0. C'est cata. Bon, pour le panache, il va falloir que t'en fasses un, on est. Bah, je sais pas. Top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire du top 14. Combien tu peux en citer? 4. Pourquoi tu demandes à. Mais tout à l'heure, c'est toi qui as commencé. Il a commencé 2 fois au début. Mais vas-y, si tu veux, vas-y, commence. Bah. J'ai un château dans son cerveau. Vas-y. 4. 5. Vas-y. Attends. Alors, repose la question juste. Combien top 10 des meilleurs marqueurs? Alors, il y en a 11 exactement parce qu'il y en a qui sont encore en activité, donc je les ai dedans. 11 meilleurs marqueurs du top 14 je dois en donner 5, de l'histoire. 5. Vas-y. Vincent Clerc, Chris Ashton. Non. Quoi? Ashton, il y est pas? Il est pas dans les... Ah non, c'est sur une saison. Le meilleur marqueur. En tout. Des mecs qui ont joué beaucoup. Je vais dire Nalaga. Oui. Et j'ai dit Vincent Clerc, Nalaga. Je vais dire Yohan Ugé. Non. Je vais dire Aurélien Rougerie. Oui. Je vais dire Penaud, il doit en avoir un paquet. Non. Penaud, il est pas. Je vais dire. En fait, c'est impossible. Ouais, c'est dur en vrai. Je suis à combien? 30. T'es à 3. Attends. Claire, Médard. Ah, Médard, je suis catastrophique. Et t'as. Nalaga, mais tu l'as dit. Je l'ai dit, Nalaga. Nagusa. Ronimov. Arias. Ouais, faut Raka. prendre tous les mecs quand je joue. Raka, ouais, putain, Raka. Ah ouais, c'est dur 30 secondes. Oui, 30 secondes, c'est rien. Couillou, il est dedans. Quoi? Mais il a combien d'essais, Couillou? 71 visiblement. C'est un délire. Couillou, il a 71 essais en top 14. Après, il est pas tout. Mais vous êtes des malades ou quoi? Il est jeune. Ça fait combien de saisons? Non, il a pas 30 ans. Il a 29 ans, je crois. Mais ça veut dire qu'il a 7 essais de moyenne, il a 10 saisons, il a 7 essais de moyenne. Il en marque 11 l'année dernière et il en marque 11. 12, 13, il y a des C'est exceptionnel là. Ouais. Je regarde, c'est génial. Il joue depuis 2015-2016. Mais ça fait 10 ans quoi. Et il a 7 essais de moyenne en saison. Mais depuis. Ouais, c'est abusé en vrai. Non, ça c'est en tout. 80 en tout. Et en top 14, 71. C'est ouf. C'est monstrueux, 71 essais. Non, j'en ai pas de dernier. C'était pas si mal. Bah, du coup, ça fait 18 à 5. C'est bien, c'est ça. Ouais, mais après, c'est le dur de ce jeu. Non, mais en fait, en gros, 30 secondes. Défense. Ouais, voilà, si tu joues à défense. J'avoue que j'ai pas capté. Ah bah oui. 30 secondes, c'est hyper court. Bah oui, bon, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, j'ai bien aimé. 45, c'est peut-être plus facile, je pense. 45 secondes Même pas, c'est dur. Bah, faut une minute. Là, les... Ouais, mais le truc, c'est qu'après, c'est trop long. Ouais, voilà. Après, c'est un peu long, on se dort dessus. Mais si, on va passer aux actus en mêlée. Il y a 2 grosses actus. Et ensuite, on passera au prono de ce week-end, juste après le jingle. Les actus en mêlée. Je propose de commencer par Urdapilleta, Benjamin Urdapilleta, qui sort de sa retraite et signe à Perpignan. J'arrête YouTube, je reviens sur YouTube, j'arrête YouTube, je reviens sur YouTube. Exactement, c'est exactement ça. Bon, Perpignan, ils étaient dans le besoin quand même parce qu'ils avaient pas mal d'absents à l'ouverture. Tristan Teder, McIntyre, même Antoine Ocagne, le jeune ouvreur qui était à Aurillac. Bien sûr. Tommaso Alan qui est avec l'Italie souvent. Donc ils avaient un vrai besoin. Et là, du coup, on appelle le pompier de service. Laurent Labitte appelle le pompier de service Benjamin Urdapilleta. Messieurs, bonne idée, mauvaise idée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez encore qu'Urdapilleta bonne idée pour qui, mauvaise idée pour qui? Perpignan. Bonne idée pour Perpignan. Ouais. C'est un mec qui a de l'expérience. Alors après, il faudra voir parce que ça fait un petit moment qu'il a pas joué, mine de rien, etc. Ça peut vite se perdre. Il est plus tout jeune. Mais voilà, Urdapilleta, c'est au-delà d'être un joueur de rugby, c'est un leader, c'est un mec qui, dans ce genre de mission maintien, qui peut t'aider évidemment. Voilà, c'est le numéro 10 par excellence qui peut, voilà, par son jeu au pied, par son expérience, par sa roublardise, etc. C'est le numéro 10 qu'il te faudrait. 39 ans, quand même. Ouais, voilà, évidemment, c'est
c'est la problématique dans l'équation, parce que sinon on dirait que c'est la pioche parfaite pour Perpignan. C'est une bonne pioche. Il faudra voir la forme qu'il a, mais en tout cas pour Perpignan, moi je considère que c'est une bonne pioche pour moi. C'est risqué comme Paris, non pas trop finalement. Oui, en fait, c'est risqué. 39 ans, c'est risqué en termes de forme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont. Ils ont rien à perdre. Lui, il a rien à perdre et eux, ils ont. Je sais pas s'ils le payent énormément, Urdapilleta, mais je pense pas non plus. Et donc je me dis que tu tentes un pari, mais c'est pas un pari qui te coûte très cher. Et dans la situation dans laquelle tu es, en fait, t'as pas forcément beaucoup mieux comme solution. Quoi. Non mais oui, je vais laisser Paul parler. Après, un joueur qui a 40 ans, qui a arrêté sa carrière, c'est fou en vrai. Qui avait quand même des difficultés sur la fin de sa carrière quand même. Il faut pas non plus mentir. Pour le coup, il avait retrouvé un petit peu des jambes, mais parce que encore une fois, il jouait à la fin de son aventure à Clermont dans une équipe qui dominait devant et qui avait vraiment repris un petit peu les choses en main devant. Donc quand tu joues et quand tu es 10, nous deux on a joué 10, tu sais très bien que c'est plutôt... J'ai joué 10 aussi, on dirait pas, mais j'ai joué 10. C'est vrai, tu as joué 10, pardon, excuse-moi. Non, mais pour le coup, quand tu joues avec une équipe qui se fait un peu ouvrir devant, qui a un peu des difficultés, Urdapilleta ou pas Urdapilleta... oui, ça fait pas des miracles non plus. Parce qu'il a moins les qualités physiques qu'il avait avant, donc ok, il a son jeu au pied et tout, mais... Après, ça te fait un buteur qui est fiable sur le papier aussi. Quand tu es dans la course au maintien, c'est vrai que tu dois marquer tous les points au pied. On a vu Gaëtan Germain porter à bout de bras un sacré nombre d'équipes parce qu'il avait un énorme tir. Urdapilleta, c'est pas que ça. Et puis il y a la connexion argentine aussi, mine de rien. À Perpignan, il y a des Argentins importants comme Oviedo, Ruiz, etc. C'est des mecs, tu vois, ça peut compter dans l'alchimie du groupe, etc. C'est un vrai patron pour le coup, Urdapilleta. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Pour lui, je trouve pas, par contre. Parce que je vois pas ce qu'il a à y gagner en vrai, parce qu'il avait une image plutôt cool en France, etc. Quelque chose qui doit le lier, le côté humain. À Laurent Labitte. Oui, mais bon, le lier à Laurent Labitte. Le Sauveur, il a pas besoin de ça, Urdapilleta, franchement. En tout cas, s'imagine, il fait maintenir l'USAP en top 14 pour le coup. Il rentre encore plus dans la catégorie des meilleurs, des plus grands 10 de l'histoire du top 14, tu vois. Bon, il y est déjà, je pense. Oui, mais je trouve qu'il a plus à perdre, sincèrement. Dans l'empreinte qu'il laisse sur je pense qu'il a plus à perdre. En fait, je trouve que mais c'est honorable pour Sabordial. Pour le coup, je trouve que Perpignan, tu vois, c'est quand même un peu l'aveu d'échec, je trouve, d'en arriver à aller chercher Urdapilleta. Encore une fois, il n'y a pas tant de solutions. Ils ont plus d'ouvreurs. Non, mais d'accord, mais t'as quand même, t'en as d'autres, des 10 quand même, des jeunes que tu peux aller chercher, que tu peux faire, faire venir en cours de saison, dur, comme là. Là, t'envoies un jeune au feu, là. Ouais, c'est clair. Je pense que si tu réfléchis de façon pragmatique, et je pense que c'est ce qui t'offre le plus de chances de... Tu vois, un mec d'expérience. C'est pas. C'est encore dans un logiciel. On est encore dans un logiciel où tu vois où on donne pas tellement non plus une chance vraiment à des jeunes. Tu vois, le jeune en gros, il doit jouer quand l'équipe marche bien. Pour en vrai, s'il est vraiment meilleur que les autres, il va progresser beaucoup plus vite dans un contexte difficile que tu vois, parce qu'il va pas avoir le choix. Il va prendre beaucoup plus d'expérience en quelques mois qu'il en prendrait dans un club qui marche bien en 5 ans, tu vois, où il peut stagner un peu parce qu'il y a la concurrence et tout. Après, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je trouve que du coup, il doit Urdapilleta accompagner plutôt aussi un autre profil plutôt jeune et tout, du coup pour être aussi dans la transmission et pas juste en gros tu vois, être là en mode sauveur. Après par contre il se met en danger et je trouve que c'est très très louable et c'est fort. Il se met en danger d'un point de vue conjugal, parce qu'il nous avait dit, il était invité d'une émission où il avait dit que sa femme commençait à tirer un peu la gueule parce qu'il était jamais là les week-ends. Mais je trouve que quand même ça montre le mettre en péril son couple quand même pour Perpignan, c'est beau. Non mais ça montre le champion qu'il est, tu vois. S'il arrive à faire ses performances, arrive à faire aussi maintenir l'USAP, pour le coup c'est quand même un mec qui aura fait des trucs incroyables, encore plus. Je trouve que c'est terminé incroyablement. Delpi qui est cité dans le chat, mais Delpi donc est prêté à Colomiers et il faut savoir que il a signé maintenant, je crois pas. Vous êtes sûr et certain de ça? Je crois qu'il a signé 2 ans. Bon, en tout cas. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il en tout cas, il est à Colomiers. Et même s'il est prêté, quand le Stade Toulousain prête en Pro 2, ça peut permettre de le faire revenir sur des périodes. Alors que si tu prêtes en top 14, tu peux pas le faire revenir ensuite dans ton club. Mais surtout, Urdapilleta, on en revient à ce que disait TDR, que mentalement c'est très dur. Je pense qu'Urdapilleta, il a la carapace pour prendre des broncas, etc. Je pense qu'il s'en fout. Et je pense même qu'il va réussir à retourner le public, pas retourner parce que le public n'est pas non plus contre les joueurs, etc. Mais je pense qu'il peut inverser la tendance du public et réussir à amener tout Aimé Giral avec lui. C'est un mec comme ça, c'est un vrai leader, c'est un gagnant, il apporte une vraie
Non, il est pas prêté. S'il est prêté, mais je crois pas. Il est prêté. Mais je croyais qu'il était. Je croyais qu'il avait été transféré sec. Ouais, moi aussi. Non, c'est un prêt d'une saison. D'accord. Ok. Donc voilà, oui pour Roda Pileta. Moi, bonne pioche pour Perpignan. Non, après voilà, moi pour Roda Pileta. L'habit d'y parler d'un duo et tout, et je trouve que ça serait encore plus cohérent quoi, d'avoir vraiment un duo, pas juste l'arrivée du Roda Pileta. Ils voulaient faire venir presque même un deuxième 10. Peut-être dans un profil plus jeune, s'ils n'ont pas confiance en leur. C'est là qu'intervient Hugo Ross. Je sais pas comment il s'appelle, leur petit jeune en espoir. Oui, moi non plus. Mais du coup, il faut que ça marche en duo, tu vois. Je trouve quand même pas juste Roda Pileta, parce que de toute façon, il va pas pouvoir enchaîner non plus les matchs comme il le faisait sur la fin. Hein. Dans le chat, si Roda se pète, ils font quoi? Dan Carter joue encore et Cocotte. Voilà, très bon, ça marche bien. Chose promis, chose due, un petit mot sur Baptiste Serin quand même. Bon, non, avant de passer au prono, qui prolonge donc à Toulon jusqu'en 2028. Alors il manquait pas de d'offres. Pas tant. En fait, il y avait Montpellier aussi qui était sur les rangs et qui était sacrément décidé à le faire venir. Finalement, Baptiste Serin, parce qu'il a été aussi, on imaginait peut-être un retour à Bordeaux aussi à un moment donné. Comme chaque fin de il arrive en fond. Comme chaque fin de contrat. Voilà, et là finalement il prolonge à Toulon. Donc pareil, c'est Paul. Ouais, voilà, on va lancer Paul sur Serin et Toulon. Non, mais moi je trouve que c'est la meilleure des solutions. C'est logique pour lui. Puis en vrai, en plus, je trouverais que je trouverais que ce serait un peu aussi un aveu d'échec de partir de Toulon sans être allé chercher ce grand titre qui lui manque. Je trouve que il a la Challenge Cup. Non, oui, un grand titre. non, mais voilà, je trouve que ça aurait été un peu un aveu d'échec, quoi, tu vois, de partir à Montpellier. Franchement, j'aurais pas aimé. Là, il reste dans un club qui s'est construit et qui maintenant prétend au doublé chaque année, pour le coup, ou en tout cas gagner un grand titre. Il fait partie des meilleurs neufs du championnat. Il a sa place de titulaire dans ce grand club. Autant y rester. Un taulier du 15 de France. De quoi? Non, mais il est là. En tout cas, il connaît très bien. Je trouve que. Après, voilà, moi je l'attends, c'est différent, mais je l'attends, c'est vrai, sur des grands matchs qui prennent Toulon et qui, du coup, et qu'il arrive à aller au bout, tu vois. Mais comme je disais la même chose sur Mathieu Jalibert à Bordeaux, tu vois, voilà, j'attends de ces joueurs-là qui sont au-dessus de la moyenne, qui ont un talent hors norme et tout. Jalibert a réussi à le faire la saison dernière, j'attends que Serin réussisse à le faire. Et du coup, je trouve ça très noble de sa part de continuer l'aventure à Toulon. C'est logique, dans un club qu'il aime. Que de, en gros, partir pour peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus d'argent à Montpellier ou un club qui lui correspond peut-être moins, tu vois. Ouais, puis je pense que quand t'es toujours aussi compétitif, comme les Baptiste Serin aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt pour aller se dire on va tenter un truc à Montpellier, alors que voilà, clairement, dans la hiérarchie des clubs français, Montpellier est bien plus loin que Toulon, quoi. Mais je pense qu'il a quand même aussi une frustration un peu de ne pas avoir gagné ce fameux grand titre et qui veut y aller, tu vois, dans les interviews qu'il fait à chaque fois, c'est ça qui revient, il veut aller. Ça le stimule, quoi. Il veut aller au plus loin et du coup, pour le coup, tu te donnes plus de chance en restant à Toulon qu'en partant à Montpellier de remporter un grand titre. Et ça aurait été plus un peu pas pour Bordeaux, mais ça aurait été un peu pas la facilité, mais d'aller dans un club qui vient de gagner. C'est toujours un peu plus facile quand même, tu vois, parce que tu rentres dans un club qui connaît la victoire. Donc, puis tu vas pas moins louable. Il serait pas allé en s'imposant. Il y a Maxime Lucu. Oui, en plus, tu vois, mais voilà, je trouve que là, c'est le cadre. Il reste dans le patron reste dans son club. Tristan, un mot? Non, c'est bon, Paul a tout dit. Non, bah vas-y. Bah non, mais ça va. Non, forcément, t'es heureux, non? Bah oui, je suis content parce que c'est un joueur que j'apprécie et voilà. Et c'est bien que l'histoire continue à Toulon. Puis il y avait le côté aussi famille. Voilà, il vient d'avoir son enfant, il est toulonnais, etc. Il y a un côté sur ça aussi, évidemment. Et voilà, c'est juste logique en vrai, je trouve. Il y a une vraie attache. Oui. Il y a le côté logique. Tu vois, on aurait trouvé ça moins logique. Je trouve que là, il y a une cohérence dans les choix, quoi. Je trouve ça bien. Très bien. Messieurs, je propose de passer au prono de ce week-end. Prono du 15 de France qui va défier le Fidji. On en parle juste après ce jingle. France-Fidji, c'est ce samedi à 21h10 au Matmut Atlantique. Ça s'appelle plus le Matmut l'Atlantique. Oui, faire attention, le Stade Atlantique. Stade Atlantique, autant pour moi. On nous a tapé sur les doigts à la rédaction. Logique. Oui, juste titre, c'est de la précision. J'en ai manqué, pardon, pour cela. On n'aurait pas gagné contre l'Afrique du Sud avec moi, c'est sûr. Non, un peu friable sous les ballons. Oui, puis sous les ballons bas aussi. Très drôle ça, bravo. France-Fidji. Le petit exercice des frites. 20. De quoi? Oui, j'ai jamais eu. À la cantine, jamais eu cette chance-là. À la cantine, oui, à la cantine, très très bon. France-Fidji, on y arrive?
France-Fidji, donc 21h10 au Stade Atlantique. 6 changements dans la composition de Fabien Galtier. On a quelques cadres qui sont sortis du 15 de départ et même du groupe. On pense notamment à Gaël Fickou. Là, c'est ce qui semble être plus un choix plutôt qu'une contrainte liée aux blessures, comme ça peut l'être sur Guillard, Le Garec et Flamand, qui sont tous les 3 blessés. Alors, cette équipe de France, on en a beaucoup parlé, on n'a pas forcément parlé énormément de terrain. Là, on va devoir en parler un petit peu. Face à des Fidjiens qui ont perdu contre l'Angleterre la semaine dernière, mais qui reste une équipe extrêmement dangereuse avec beaucoup d'individualité. Est-ce qu'elle rebondit, cette équipe de France, ou est-ce que la tournée tourne véritablement au fiasco ? Non. Ça, c'est une première question, et ensuite, je vous poserai une seconde question dans ce sens-là. Mais vas-y. Non. Oui, non, mais je pense pas que ça va tourner au fiasco. Non, moi non plus. Je trouve que quand même, on peut reprocher beaucoup de choses à cette équipe, mais elle a toujours quand même trouvé la faculté de rebondir. Et même dans le tournoi 2024 qui était très compliqué, on a réussi à serrer le jeu en Écosse, on a gagné, tu vois. Enfin bon, on a réussi à quand même à pas que ça devienne un fiasco. C'est ce qui a un peu changé quand même avec cette génération-là, c'est qu'il y a tellement de talent qu'ils s'en sortent quand même toujours. Donc je pense que les Fidji ont quand même trop de failles. On l'a vu contre l'Angleterre, ok, ça joue bien, mais pour le coup, ils passent aussi, ils ont des périodes de creux, ils encaissent beaucoup de points. Donc j'ai du mal à imaginer un monde où on passe vraiment à côté et ça devient une tournée fiasco, je pense pas. Tristan. Alors moi je pense que globalement comme Paul, je pense surtout qu'en fait toutes les cartes sont réunies pour que ça se passe bien pour nous. J'entends ça par on a des patrons qui reviennent avec Olivon, Aldrit, Lucu, etc. C'est des mecs qui contre une équipe qui peut nous faire vite paniquer, notamment par ses joueurs et par la confiance qu'on a actuellement, peut nous faire paniquer dans notre jeu et nous faire perdre le fil du match. Avec ces mecs-là, j'ai la faiblesse de penser que ce ne sera pas le cas. Et je pense que justement, ces mecs-là nous permettront de construire le match autour de être propre, les pousser à la faute, parce qu'une équipe, les Fidjiens sont régulièrement indisciplinés, que ce soit par des plaquages, par des fautes, etc. Et nous, on va être une structure, je pense qu'on va avoir une structure de jeu assez intéressante et propre pour les mettre à la faute. Avec une semaine de plus de préparation, et donc normalement un jeu mieux huilé. Aussi, et j'attends ça, c'est ce que j'ai noté dans mes fiches, j'attends beaucoup ça de ce match-là, c'est que l'équipe de France de Fabien Galtier nous propose du jeu, nous propose des choses intéressantes, des lancements léchés, des combinaisons, des choses vraiment propres, structurées, qu'on pouvait peut-être pas forcément mettre contre l'Afrique du Sud parce que l'équipe était largement au-dessus de celle des Fidji qu'on va affronter samedi. Donc j'attends vraiment ça. Moi, à titre personnel de cette équipe de France-là, c'est de la propreté et de l'idée aussi dans notre jeu. Et une petite question juste dans ce sens-là, du coup, à partir de quel moment, à partir de quelle copie rendue, on pourrait partir du principe que le 15 de France a rebondi, a redonné satisfaction, etc. Une victoire suffira pas. Le contenu et le score. La largeur du score. Ouais, je sais pas. Moi, une victoire suffira pas à dire que l'équipe de France a rebondi. Après, c'est. En fait. Il faut absolument il faut pas du tout qu'il démarre le match comme ça, parce que là, du tout. Non, je te parle de. Non, là, je te parle d'un point de vue extérieur. On va pas y aller en prenant la touche dès la première pénalité, 20 mètres face au poteau. Non, mais je te parle de. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas non plus. Je veux qu'on retrouve quand même une cohérence et qu'on construise notre match. Après, moi, j'attends pas non plus qu'on devienne la meilleure équipe sur ce match-là, à envoyer du jeu de partout. Et j'ai pas dit ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que, tu vois, ils doivent d'abord penser à gagner, à retrouver la victoire. On n'a pas gagné depuis 4 matchs, c'est beaucoup quand même pour une sélection. Pour le coup, il faut qu'on retrouve la gagne. Alors après, en mettant d'abord les ingrédients qui sont nécessaires, et en plus, on met des joueurs qui vont mettre ces ingrédients-là. Tu vois, tu retrouves un Aldrit, un Olivon, c'est des mecs qui vont partir un peu d'abord à la guerre, tu vois, avant de se faire des passes devant la défense. Et j'espère qu'on va d'abord partir devant, aller prendre devant, avant de commencer à vouloir se faire des passes devant la défense. Parce que c'est là où on va pouvoir déjouer. Je dis pas que c'est une condition pour que le match qu'on soit satisfait du match. Je dis pas que la condition soit que l'équipe de France envoie du jeu de partout. Non plus. Juste que c'est un match avec de la maîtrise. Mais de la maîtrise, ça peut commencer devant. De la maîtrise, ça peut être à la mi-temps, tu tournes avec plus de 10 points d'avance, tu vois. Tu paniques pas et que tu sois pas dans une période de doute, enfin tu vois, que le match soit abouti quoi en fait. Oui, non mais sans doute. Après voilà, c'est vrai que ça peut être piège. Ce match il peut être piège pour avec la confiance et les individualités fidjiennes.
si, comme Paul le dit, on ne se met pas vite la tête à l'endroit, qu'on ne se rassure pas sur des fondamentaux, même si c'est des discours bateaux qu'on entend tout le temps, on peut vite se faire piéger. Et c'est pour ça que la présence d'Olivon, d'Aldrid, de Lucu, etc., ça me rassure pas mal, même si le banc est quand même assez, entre guillemets, inexpérimenté. Donc il va falloir que le score soit fait assez rapidement. Après, c'est vrai que moi, j'ai quand même du mal à me motiver, à trouver de l'intérêt pour cette fin de tournée, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le risque un peu de jouer qu'un seul grand cador et au début premier match. C'est qu'au final, normalement, tu as une montée en régime, ou alors, comme les autres nations européennes, ils affrontent plusieurs, tu vois, ils affrontent les Blacks et l'Afrique du Sud, ou tu vois. Et du coup, là, c'est vrai que le premier match, tu te dis, le premier match, je le regarde, même pas de tête de cerise, mais bon, il faudrait quand même un concours de circonstances énorme, c'est-à-dire perdre contre les Fidji assez largement et perdre contre l'Australie assez largement, et dans le même temps que l'Australie gagne quand même ses matchs. C'est le seul enjeu, en gros, c'est de ne pas être tête de série pour le tirage au sort. Jeu de dread. Voilà, mais il faudrait un concours de circonstances énorme, et sinon, en gros, tu n'as plus grand chose à jouer à part c'est essayer représenter ton pays et tout ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu as du mal à te dire avoir la même excitation que quand on allumait la télé samedi soir, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr que tu as moins d'excitation. Le match contre l'Afrique du Sud était attendu, était tellement attendu. C'est vrai que du coup, on regrette effectivement, c'est comme le dit Nicolas Béguet, on regrette que ce soit le premier match. Tu vois, là, si on jouait même d'abord l'Australie, un peu. Non, mais tu te dis le premier match. Même la Nouvelle-Zélande, tu vois, il y aurait quand même le truc, on doit rebondir, mais face à un nouveau cador, c'est hyper dur, comment on va faire et tout. Là, tu joues les Fidji qui sont quand même une équipe un peu fantasque, qui vont envoyer du jeu, il va y avoir quand même plus d'espace et tout. Qu'est-ce qu'on va dire après, tu vois? Alors, à part si, en fait, en gros, on va nous prendre pour des pisse froids, mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à dire des choses si ça se passe pas bien que si ça se passe bien. Parce que si ça se passe bien, on sera là, on dira, c'est normal, on s'est bien repris, c'est bien, mais en face, bon, ça reste les Fidji et tout. C'est vrai que si ça se passe pas bien du tout, on va être là, c'est le fiasco total. Oui. Tu vois, c'est vrai que c'est dur d'être. Et pour les audiences, on espère donc une défaite du 15 de France qui fait davantage parler, évidemment, qu'une victoire contre les Fidji. Ouais, il faut pas se tromper de combat aussi. Les Fidji vont peut-être aussi vouloir nous casser la bouche devant, et il va falloir, je pense, avoir du répondant, comme on l'a montré pendant 65 minutes, 65 minutes contre l'Afrique du Sud. Très bien. Merci, messieurs. Voilà. Mais tu vois, la Nation Cup a cet intérêt un petit peu plus, je trouve, que sur les tournées, c'est que tu as quand même un truc à jouer encore, quand même, pour le coup. Oui, tu as un classement à suivre, tu as un truc qui est plus clair qu'un ranking W. Même si le ranking compte au final. Oui, mais bon, c'est des points, on n'y comprend pas grand-chose dans l'absolu, quoi. Ouais, mais là, encore un petit moins, parce que comme tu as plus d'équipes à la Coupe du Monde, du coup, il faut être dans le top 6. Du coup, avant, il fallait être dans le top 4. Pour être tête de série. Donc pour le coup, ça te donne une place encore plus de chance, et donc tu as encore moins de risques en principe. Encore moins d'enjeux. Messieurs, merci à toutes les personnes qui étaient dans le chat tout au long de l'émission. On a bien débattu ensemble, c'était dense, mais c'était intéressant. Ouais, de ouf. Merci pour votre forme. Vous avez été bon sur la longueur, c'est là-dessus qu'on vous attendait. Exactement, on n'a pas craqué. On n'a pas craqué. Merci le banc était bon. Le banc a été bon. Merci à Perle en régie pour ces lancements de jingle. Changement de plan un peu lent sur certains moments, mais bon, tu mettras une note. Ouais, voilà, vous pourrez noter dans les commentaires. Bon, on se retrouve nous samedi, 3e mi-temps. Oui. Dans la foulée de France-Fidji, donc. Et puis jeudi prochain pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Le MAC de la Nationale entre les deux, faut pas l'oublier, mardi, 19h. Et puis bon week-end à tous. À vous aussi. Ciao à tous. Ciao l'équipe. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.